J'ai demandé à Cyril Touboul, qui est professeur à Tenon, de venir nous parler de la chirurgie des cancers du col utérin. La France a la chance d'avoir un retard colossal pour la vaccination de l'HPV, le cancer du col est toujours d'actualité, donc ça permet de rester et de continuer à parler en actualité de la prise en charge des cancers du col, mais peut-être vers une modification des techniques. À toi, Cyril. Merci beaucoup Hervé. Je remercie l'Académie de chirurgie de nous accueillir, Hervé Fernandez et Pierre Collinet de m'avoir demandé de parler de la chirurgie du cancer du col, beaucoup d'actualités. On va parler notamment de la paramétrectomie et des hystérectomies élargies. Comme le dit très justement Hervé, encore 3000 nouveaux cas, j'étais très étonné. Je pensais que ça avait baissé beaucoup plus parce que depuis la vaccination, on s'attendait à des chiffres moins importants puisque c'était 3500 il n'y a pas longtemps. Et effectivement, trois quarts des femmes de moins de 65 ans, hein, l'âge médian c'est 43 ans. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a moins de 60% de couverture vaccinale plus dépistage par frottis. Donc, si vous voulez, c'est très faible, moins de 35% de vaccination. Je pense que ça va quand même changer depuis que ça a été démocratisé, mis en place dans le réseau scolaire, et notamment aussi pour les garçons. Bon, enfin, donc, on a toujours des cancers du col en 2023 et en 2024. Alors, de quoi parle-t-on? On parle du paramètre. Il y a trois parties au paramètre. Le paramètre latéral, qui est le tissu cellulo-ganglionnaire qui entoure l'artère utérine. Le paramètre postérieur, qui peut être assimilé au paracervix, paravagin. Le paramètre antérieur, ou pilier externe de la vessie. Cette dissémination paramétriale, c'est dans l'histoire naturelle une des deux disséminations premières du cancer du col, se fait par voie directement ou par voie lymphatique. Et également la dissémination par le bas descendante vers le vagin, qui est aussi une évolution très classique, assez rapide du cancer du col. En 1898, les chirurgies du cancer du col se faisaient donc par l'opération de Wertheim, par laparotomie. Puis est arrivée au XXe siècle la voie vaginale, c'est pour le docteur Giraudet, donc par Chota. Ça a été développé notamment en France par Daniel Dargent, qui lui-même a développé la trachélectomie élargie par voie vaginale, puisque certains l'ont fait ensuite par célioscopie ou robot. Et puis, évidemment, la voie célioscopique robotique qui a été prépondérante jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Cette classification des hystérectomies selon Kerleux, qui lui aussi a beaucoup développé ces chirurgies du cancer du col en France, on parle donc d'une section de l'artère utérine, soit à l'origine, soit à l'aplomb de l'urtère, pour prendre ce paramètre latéral, et avec une collerette vaginale. Par voie vaginale, c'est intéressant de remarquer qu'on ne prend que ce qui est sous l'urtère, quand on fait notamment la trachéectomie élargie. Alors, quand on fait le Chota, on remonte et on prend aussi de l'artère utérine et du paramètre latéral. Mais tout ça pour vous dire que jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, c'était la voie célioscopique ou robotique qui était prédominante. Alors, je vous montre ce qu'on faisait. Donc, à gauche, c'est de la célioscopie. On a sectionné, donc on est dans le paramètre gauche. C'est peut-être un peu trop zoomé, mais en tout cas, on voit qu'on a attrapé le paramètre qui est autour de l'artère utérine. Et puis, on a l'urtère qu'on va disséquer. Donc, c'est l'urétérolyse ou le décroisement de l'urtère. On fait exactement la même chose en robot à droite. Donc, vous voyez qu'on tient l'artère utérine qui a été sectionnée ici à son origine sur l'iliaque interne. Et puis, on va décroiser en sectionnant les attaches entre l'urtère et le paramètre. Alors, cette technique d'hystérectomie élargie comporte évidemment le risque urétéral, en premier lieu de fistule urétérale. Et donc, dans les séries historiques, notamment que j'avais eu aussi la chance de reprendre en tant qu'interne il y a bien fort longtemps, eh bien, les séries de Gustave Roussy, il y avait des décès en réa sur choc septique, sur des complications de fistule urétérale à répétition sur ces interventions. D'où, j'allais dire, la miniaturisation, la diminution de la morbidité peu à peu et de la radicalité de ces chirurgies. On est passé d'un type
C, on sectionnait à l'origine un type B où on sectionne à l'aplomb de l'urtère. On prenait de moins en moins de collerette vaginale. Alors, il y a le bénéfice-risque, je vous ai dit, le bénéfice, c'est d'enlever un élément clé de la dissémination du cancer du col, et le risque, c'est les complications urétérales et neurologiques sur les dysuries post-opératoires et les séquelles urologiques. Juste pour vous montrer que sur ce travail qu'on avait fait dans le cadre d'un mémoire d'anatomie, eh bien, on avait mesuré le degré de canaux lymphatiques en rouge et de nerfs dans les différentes zones du paramètre. Donc ça, c'est le paramètre latéral et le début du paracervix ou postérieur, paramètre postérieur. Vous voyez qu'il y a des canaux lymphatiques et beaucoup de nerfs. Et plus on s'éloigne de l'utérus, plus on a uniquement des nerfs. Et donc, ces nerfs, quels sont-ils? Eh bien, c'est le plexus hypogastrique inférieur. Vous voyez, là, on a l'urtère qui va à la vessie, et puis ce plexus hypogastrique inférieur qui est sous l'urtère et juste en dessous, quand on dissèque, il est constitué donc du nerf hypogastrique inférieure et la réunion de tous les nerfs splanchniques qui viennent des racines sacrées. Et donc, c'est à ce niveau-là, tout comme dans l'endométriose, qu'on a nos complications et nos séquelles nerveuses urologiques. Donc, premier coup de tonnerre dans le cancer du col, il a lieu en 2018 ou 2019, enfin vraiment fin 2018, avec cet article Lac Study de Pedro Ramirez, qui nous montre que quand on fait le VERTIME par laparotomie, eh bien, on augmente la survie, ou plutôt on diminue la survie quand on fait une procédure par célioscopie ou robot. Et donc, ça a été vraiment très, très étonnant, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis les années 2000, c'est le développement du robot de la célio, avec beaucoup plus, vous voyez, en chirurgie mini-invasive, beaucoup plus de récidives locales. Donc, on a 40% des récidives qui sont locales et on quadruple le nombre entre la voie ouverte et puis la voie célioscopique. Euh, Juste une remarque quand même, on passe de 10% pour les tumeurs de plus de 2 cm de récidive, donc 10% de récidive, et pour les tumeurs de moins de 2 cm, 3,7%. Donc, je vous en reparlerai un petit peu après. Ah donc, les recommandations du collège et toutes ces sociétés savantes, la Société française de chirurgie onco, etc., de 2022, ont statué du coup. Euh, la voie d'abord, laparotomie, a été recommandée pour toute chirurgie du cancer du col précoce. Recommandation forte, vous voyez. Donc, plus question de faire une voie mini-invasive. Deuxième chose sur laquelle s'est prononcées les recommandations, eh bien, c'est sur les situations où on peut envisager de ne pas faire cette paramétrectomie, donc à risque de séquelles urologiques et nerveuses. 10% des cancers précoces, 10% d'atteintes paramétriales, et on isole une population N- sans embol de moins de 2 cm. On retrouve dans cette série de Wright qui est assez connue dans l'oncogynécologie cancer 2007, 0,4% d'atteinte. Et c'est cette population qui va nous intéresser. On avait refait ce travail sur le groupe de recherche français francogyne en oncogynécologie. On a retrouvé à peu près les mêmes chiffres, 10% d'atteinte paramétriale dans les cancers précoces. Et dans les tumeurs de moins de 3 cm sans embol, eh bien, on tombe à 0,6% d'atteinte paramétriale. Du coup, pendant ces recommandations, par précaution, le groupe qui a été identifié, c'était taille de moins de 10 cm, pas d'envahissement ganglionnaire et absence d'embol. Et c'est le groupe pour lequel il a été recommandé donc d'abord en standard l'hystérectomie élargie, mais avec une possibilité de faire une chirurgie non élargie qui peut être proposée en option. Et puis, deuxième coup de tonnerre, mais alors c'était moins un coup de tonnerre parce qu'on s'attendait plus ou moins quand même à cette publication, parce que depuis 2007, il y avait ces algorithmes pour identifier ces groupes à faible risque paramétrial. Cet article de Marie Plante, donc centre canadien, qui compare l'hystérectomie élargie à l'hystérectomie simple. Dans les cancers du col, vous voyez toujours de moins de 2 cm,
invasion stromale de moins de 10 mm ou moins de 50% sur l'IRM, donc invasion dans le stroma du col relativement faible, quel que soit le grade, eh bien, on compare hystérectomie élargie ou simple. Dans cette étude, ils n'ont pas inclus, enfin, ils n'ont pas exclu les emboles. Donc, on a quand même 13%, vous voyez, d'emboles dans les deux groupes lymphovasculaires. Et l'atteinte paramétriale, du coup, est un peu plus importante que les 0,6 ou 0,5 que je vous ai proposé tout à l'heure. Ils sont à quasiment donc 1,8% d'atteinte paramétriale. Je pense que c'est lié en fait aux emboles qui sont plus importants que dans les études précédentes. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence de récidive à 3 ans. C'était le critère principal de l'étude entre hystérectomie simple ou radicale dans cette étude. Pour aller un petit peu dans le détail, on retrouve 3% de récidive dans cette étude, ce qui nous fait penser à une autre étude qui s'appelle Concert. Je ne vais pas vous détailler parce que ce n'est pas une étude randomisée, mais c'est une étude où ils ont évalué effectivement l'hystérectomie simple aussi dans 100 cancers du col. Et vous voyez aussi une diminution de la survie également. Hein, on passe de... alors, je me perds dans les chiffres. 4 à 1 décès, voilà. Donc, diminution aussi, pas diminution, équivalence, parce que c'est une étude de non-infériorité. Équivalence, donc pas de différence ni de récidive, ni au niveau pronostic. Et enfin, la conséquence, c'est qu'évidemment, il y a moins de complications de type incontinence urinaire et surtout de rétention de dysurie post-opératoire, ce qui était quand même attendu, puisqu'on sait que c'est le risque de la paramétrectomie, et donc de manière significative. Du coup, en conclusion, depuis cette étude, on s'y était déjà plus ou moins préparé, mais pour les cancers du col de stade 1 à 2, 1B1 de moins de 2 cm, je précise parce que l'ancien B1, c'était jusqu'à 4 cm, alors que la nouvelle classification FIGO, c'est jusqu'à 2 cm simplement. Mais donc pour les cancers du col de moins de 2 cm, moins de 10 mm d'invasion stromale ou 50% à l'IRM, eh bien, il faut faire une hystérectomie simple et non plus élargie. Maintenant, toutes les questions ne sont pas forcément répondues, puisque est-ce qu'il faut faire forcément une laparotomie dans ce groupe de patients qui est à plus faible risque quand même? Aujourd'hui, les recommandations disent oui, laparotomie dès qu'on fait une chirurgie du cancer du col. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut reprendre les voies mini-invasives pour ces groupes à faible risque, notamment de récidive? Il y a une étude de Falconer en cours qui s'appelle RAC Study et qui inclut exactement la même population que dans l'étude Ramirez, laparotomie versus chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire les cancers du col de stade 1B. Donc, cette fois-ci, c'est jusqu'à 4 cm. Et il compare des chirurgies élargies par laparotomie versus voie mini-invasive, donc robotique. Et on aura le résultat, je pense, en 2028. Ce qui me fait dire que ce n'est pas tout à fait fini la discussion sur cette prise en charge. Je vous remercie. Merci Cyril. Juste une précision, parce que j'ai peut-être été distrait. Dans l'étude de Plante, c'était en laparotomie ou c'était... Non, tout était en voie mini-invasive. Tout est en voie Ouais, c'est mini-invasive. pour ça qu'on se repose la question. Donc, elle ne statue pas sur la voie d'abord, puisque à l'époque où elle a lancé cette Oui, étude, le standard, c'était vraiment la célioscopie ou le robot. Donc, toute l'étude est basée sur, pour en avoir inclus, c'est vrai que les patientes d'accord. allaient très bien. Et en tout cas, je n'ai pas eu de récidive sur des hystérectomies simples dans ce groupe-là. Des questions, Antoine? Oui, on s'est beaucoup interrogé pour pourquoi la laparotomie serait plus efficace que la célioscopie. On a parlé en particulier du fait que l'on mettait un présentateur de cul-de-sac. Est-ce que ce serait ça la raison qui fasse que la laparotomie soit plus sûre? Alors, Quelles sont les raisons? ce qui a été, il y a deux principales raisons. C'est le manipulateur utérin, donc la mobilisation de la tumeur,
Et deuxièmement, le fait de ne pas faire une collerette vaginale suffisante. Et donc, il y a notamment Kohler, un Allemand, qui a publié plusieurs études où il décrit une technique où il fait une colpotomie première par voie vaginale. Il enferme la tumeur dans des crobacs. Et puis, seulement après, sans manipulateur, il fait son hystérectomie élargie. Alors, probablement que c'est aussi le fait que pendant des années, on a diminué la morbidité des gestes et donc la radicalité des gestes, ou plutôt, on a diminué la radicalité pour diminuer la morbidité. Et on ne s'est pas rendu compte qu'on passait trop près des tumeurs. Pour moi, c'est ça la raison, hein, mais c'est subjectif. Si je peux me permettre, pour compléter, il y a effectivement ces arguments techniques, mais également il y a plein de biais dans l'étude par rapport au volume d'activité de certains centres, puisqu'il y avait des grosses variations sur les centres investigateurs, où il y avait des centres où il y avait 5 cas, d'autres 200. Enfin, et clairement, il y a probablement aussi un biais en termes d'expertise chirurgicale et de technique opératoire, parce que la définition d'hystérectomie élargique, même si tu as montré les classifications, elles ne sont pas toujours décrites dans les comptes rendus opératoires et utilisées, quoi. Pour reprendre ce que tu dis, ça fait penser à ce qui s'est passé pour la chirurgie carcinologique du côlon, où tous les chirurgiens sont précipités là-dedans, et on a vu des taux de récidive beaucoup plus importants que ce qu'on avait par laparotomie. Puis la chirurgie a été standardisée, les chirurgiens ont fait des progrès, et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on avait moins. Et donc, ça ressemble vraiment, peut-être des débuts d'expérience ou des opérateurs de compétences très variées. Ça ressemble vraiment, ça m'y fait penser immédiatement. Et je pense que spontanément, on a envie de penser que vous allez retomber sur la cellule, notamment dans le groupe que vous avez bien individualisé, là. Et c'est un peu concomitant à l'implantation du robot en Amérique du Nord. Donc probablement avec ce que vous dites sur la problématique de courbe d'apprentissage. Et c'est vrai qu'en chirurgie, on a tendance à dire plus cette voie d'abord, au lieu peut-être de se dire est-ce qu'on ne l'a pas mal utilisé? Mais bon, c'est un petit peu difficile. Après, ce qui est difficile en cancer du col, c'est que pour refaire l'étude de Ramirez, qui a coûté, je crois, 3 millions de dollars, je crois, c'est difficile. L'incidence du cancer du col baisse beaucoup on va dire, dans les pays qui ont le robot. Et donc, c'est ce qu'il avait rétorqué à Falconer lors de l'ESGO il y a quelques années, que de toute façon, il n'arriverait pas à refaire son étude, mais il y a toujours cette étude en cours, donc on va voir s'il arrive à inclure assez de patients. Est-ce que sur des séries courtes comme ça, vous introduisez les jumeaux numériques, une manière peut-être de sortir de la difficulté pour avoir des statistiques J'ai pas compris si on introduit les... jumeaux numériques? Et c'est quoi les joueurs? C'est-à-dire, alors c'est tout le développement justement sur des séries pour avoir un point de vue comparatif. Ah, ah oui, oui, les méthodes statistiques. D'augmenter oui, les. Oui, Et tout ça, à fait. Score, propension, etc. Bien sûr. C'est Ouais. une évolution très importante dont on va beaucoup parler à Chirurgie Oui, en 4.0. chirurgie, je pense qu'effectivement, le profil de la recherche qu'on fait actuellement est peut-être pas adapté parce que c'est très adapté pour comparer deux médicaments. Oui. Mais peut-être que c'est pas tout à fait adapté à une chirurgie qui, de toute façon, est quand même assez opérateur dépendant, hein. Donc, je pense qu'effectivement, des études de vraie vie avec Peut-être que sur les jumeaux numériques, François il connaît bien le sujet. Non, non, je suis pas très compétent sur les jumeaux numériques, mais c'est vrai que c'est un moyen. Moi, c'est une question que je voulais poser. Actuellement, dans le cadre de la refonte de la nomenclature, on se pose un problème avec le comité, puisqu'on a 42 comités, dont un de gynéco. Sur le problème, c'est qu'on s'est aperçu que les urétérolyses sur la base de données sur plusieurs milliers de cas sont faits soit par les chirurgiens digestifs, soit par les chirurgiens gynécologues, et il y en a 2 ou 3% à peine faits par les urologues. Donc, en pratique, l'acte urétérolyse, qui au départ était celui dans le cadre de la fibrose rétropéritonale, etc., il est essentiellement décrit comme optimisation de la nomenclature dans le cadre des interventions pour cancer gynécologique, notamment, puisqu'on fait une urétérolyse, un décroisement, etc. Et on se pose la question de savoir si on considère qu'il faut et également dans l'endométriose, où ça peut être une autre indication. Est-ce qu'il faut considérer que l'urétérolyse fait partie du travail d'une hystérectomie? Bon, il y a l'hystérectomie simple, où il n'y a pas d'urétérolyse, là.
Et puis, à partir du moment où c'est du cancer ou de l'endométriose, il y a une dissection de l'urtère, mais qui fait partie de l'intervention. Et donc, c'est au moment où on détermine le travail, dans le cadre de la hiérarchisation, qu'on le fait. Et donc, c'est inclus à ce moment-là. Et on n'utilise pas ce terme d'urétérolyse après, puisque la fibrose endométriale n'existe plus. Donc, on pourrait presque, à la limite, supprimer le code urétérolyse. Donc, je voulais avoir un peu votre habitude, compte tenu de votre expérience. Mais est-ce que c'est cohérent de côté une hystérectomie élargie et une urétérolyse, alors que l'hystérectomie élargie impose l'urétérolyse? Et voilà, La donc question, elle est là. clairement, Là, on met une note en disant, à chaque fois qu'il y a hystérectomie élargie, entre parenthèses, qu'on prend l'urétérolyse. Point. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne vous choque pas? Ça nous semble cohérent. Après, c'est fait aussi pour rattraper certaines codifications très faibles en gynécologie par rapport notamment à l'urologie ou à d'autres chirurgies. Puisque nous, on le voit, parce que comme on fait tout l'abdomen, soit dans l'endométriose, dans le cancer de l'ovaire, etc., on voit les réductions diaphragmatiques, les gestes. Et donc, c'est vrai que les gestes gynécologiques, souvent, sont sous-cotés par rapport à l'ensemble de la chirurgie. J'avais une remarque et une question pour finir. La remarque, c'est qu'on revient sur la discussion des seuils. En cancéro particulièrement, mais c'est non réglé. Ma question, c'était, dans la diminution en fait des actes, c'est la même discussion entre conisation et trachélectomie. Puisqu'en fait, il y a des études qui disent que c'est peut-être moins nécessaire ou plus nécessaire de faire des trachélectomies, que la Bien sûr. conisation est suffisante. Tu Dans es les bien d'accord? 1, 2, on ne fait plus que des conisations. Et s'il y a des berges, eh ben on s'arrête là. Ouais. On n'a plus besoin forcément de faire la trachéectomie. Il y a de moins en moins pour les micro-invasifs. voilà, il y a de moins en moins d'indications, notamment de la trachéectomie élargie. Donc, ça, en fait, on va perdre sur la compétence en chirurgie vaginale parce qu'on va plus faire ce genre de chirurgie. Ben, la seule compétence pour les paramètres, c'est l'endométriose maintenant. Les jeunes apprennent que par l'endométriose. L'hystérectomie élargie, en tout cas en mini-invasif, c'est fini. C'est fini, clairement. Et une question, est-ce que vous pensez qu'on peut faire malgré tout, en admettant qu'il y a des indications de trachélectomie, en V-note? Est-ce que ça peut simplifier en fait la technique? Parce qu'elle n'est pas si simple que ça, la trachélectomie Je ne pense élargie. pas, puisque le V-note, on doit le mettre au-dessus, dans le cul-de-sac. Le problème, c'est sur l'urétère terminal qui est plaqué par le dispositif et donc la dissection au niveau du pilier interne. C'est plus compliqué. Par contre, sur la partie utérine, c'est comme quand on fait un ganglion sentinelle par V-note, c'est tout à fait faisable. Et donc là, sur cette partie, sur l'urétère qui est avant la partie intraligamentaire, oui, ça paraît tout à fait faisable. Par contre, au niveau ligamentaire, oui, mais c'est sur la partie terminale, je ne vois pas trop comment on peut. Ouais, tout à fait. Ouais. Bien, chers Là, amis, il est fait par le temps. on arrive à la fin de cette très belle séance de gynécologie, de chirurgie gynécologique, où on a vu qu'il y a plein de cas d'usage à proposer à l'Agence pour l'innovation en santé et préoccupations sur la nomenclature, sur les axes innovants. Vraiment, c'est une illustration complète d'une grande problématique. Cas de la gynécologie où il y a une discussion sur la manière dont elle a été codée. Oui, il faut que tu parles avec un micro. Il serait intéressant qu'au niveau du CNP de gynécologie, on remonte, et notamment au Conseil des nomenclatures, toutes les interventions qui sont les interventions que vous faites régulièrement et qui n'existent pas à la nomenclature, pour être sûr de ne pas en oublier, puisque on va avoir la possibilité, enfin c'est ce que j'ai négocié avec la HAS, de récupérer un certain nombre d'interventions avec une durée de réponse de HAS de 2 ou 3 mois et plus de 3 ou 4 ans pour les intégrer dans la nomenclature sous leur véritable intitulé. Et comme le robot, il est sûr que la prostatectomie robot ou la chirurgie du cancer du rein conservatrice au robot, maintenant, ça se fait à 99% au robot. On va le passer à la nomenclature, alors que ça se fait depuis 20 ans et que ça n'a toujours pas été mis. Bon, là, on va le mettre en quelques mois, ça va être mis. Mais donc, dans d'autres spécialités, il faut qu'on récupère des interventions considérées comme étant
des recommandations des sociétés savantes correspondantes pour que, administrativement, on ait un accord de l'HAS, parce que pour que ça soit inscrit à la CCAM, il faut qu'il y ait un accord, ça c'est dans la loi, donc on ne peut pas faire autrement. Effectivement, et donc vous avez parlé par exemple des ultrasons de haute fréquence. Il a fallu à notre ami Pascal Richman près de 20 ans pour faire que le dossier des AFU sur le cancer de la prostate soit finalement, pas complètement d'ailleurs, totalement résolu. Mais voilà. Donc si vous voulez que AFU et endométriose, par exemple, avancent, il faut faire des registres. Et c'est la seule voie qu'on peut recommander pour aller vite et sortir de la certitude. Maintenant, si on propose à l'HAS de lui dire, ben voilà, on a tel et tels actes qu'on veut intégrer. Alors, si c'est des choses, la grosse cavalerie qui est faite tout le temps, donc ça, on pense comme être manquant. Si c'est quelque chose de plus innovant, mais qui a vraiment déjà des études comme celles que tu as montrées, qui montrent l'intérêt et l'absence de complications, à ce moment-là, il faut qu'on les présente comme cas d'usage des actes en accès précoce, c'est-à-dire on n'a pas toutes les réponses et on les met d'emblée pour que tous ceux qui font cette intervention-là, systématiquement, tous leurs malades soient pris en compte. Le problème de l'HAS, c'est que l'HAS, pourquoi ça dure de 2 à 10 ans? Parce que l'HAS se trouve avec des actes pour lesquels il n'y a pas de données en France. Donc, comme il n'y a pas de données en France, ils font la littérature internationale. Donc, pour des trucs, pour l'incontinence en l'occurrence, les Américains, ils sont nuls en incontinence. Donc, ce qui sort venant des États-Unis, ça n'a aucun intérêt en pratique. Mais ils se basent là-dessus pour donner leurs avis. Tandis que l'avantage de déclencher des accès précoces en disant, eh bien, par exemple, le Venodes en telle et telle indication, systématiquement, tous les chirurgiens qui soient à l'hôpital public ou à l'hôpital privé qui en font, on intègre les malades obligatoirement, on fait un protocole avec des registres avec un nombre raisonnable d'items, ils sont payés, ils sont inscrits. Donc il n'y a pas besoin de faire une cotation par assimilation, puisqu'ils sont inscrits, ils sont payés. Et puis on fait ça pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, on peut faire un nombre de cas très important. On a fait l'étude, la symbole pour les biopsies de prostate. Pour faire ça, on peut avoir 120 000 malades en 3 ans. Bon, sortir 120 000 malades avec les résultats, après, c'est plus facile à la HAS de dire c'est bon ou c'est pas bon. Le problème là, c'est qu'ils n'ont pas de données, donc ils les cherchent à droite, à gauche. Ils font des trucs, ils passent 3 ans pour analyser les dossiers. C'est pour ça que ça dure un temps fou. Donc, il faut casser ce système-là avec les accès précoces. Oui. Et donc, on a la chance d'être l'interlocuteur de l'Agence pour l'innovation en santé, l'Académie de chirurgie, et on devient une espèce de guichet principal, pas unique, mais principal, pour faire passer cette information à condition qu'on entre dans l'identification, dans la nomenclature, dans le registre et puis dans le suivi. Donc, avec des méthodes simples. Voilà, en tous les cas, merci. Alors, comme il est de tradition, à la fin d'une séance, on dit la séance est suspendue parce qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et il y a Carole Matelin qui est à distance, notre vice-présidente que vous connaissez tous et qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi parce qu'elle était au CNU. Carole? Oui, je voulais juste vous féliciter. Je suis désolée, je suis arrivée hyper en retard puisqu'on était dans une session de CNU. Mais bravo à mes amis gynécologues. On ne t'entend pas très bien. Ah, bravo à tous. Voilà. Merci beaucoup. Et bravo pour tous les intervenants. Bravo, merci. Au revoir. Et merci à Philippe Descamps, on a l'école d'Angers qui est pas loin. Voilà. Et merci de votre participation.